Pourquoi le football est un sport passionnant? Pourquoi on aime le foot au juste? Pour le beau jeu, les buts de dingue, le spectacle? Pour les stars, celles qui nous font rêver chaque week-end en étalant leur classe et leur magie? Pour les grands clubs, ces vraies machines à gagner qui repoussent toujours les limites du haut niveau? Pour les ambiances de folie en tribune, les supporters passionnés qui chantent pour donner un peu plus de force à leurs équipes? Peut-être que le plus palpitant, c'est le suspense et les histoires à couper le souffle. Des courses au titre qui se jouent à la dernière minute, des buts ou des arrêts décisifs dans les derniers instants. Ou bien ce qui nous fait aimer le football, c'est tout ça à la fois. Mais est-ce que c'est vraiment possible de réunir autant d'éléments? Eh bien oui, les meilleurs clubs, les joueurs les plus forts, des stades pleins, des fans en délire, un suspense haletant, un championnat coche toutes les cases. La Première Ligue. Le championnat anglais est incontestablement le meilleur de tous. Chaque week-end, le feuilleton britannique est à la fois épique et passionnant. Malgré la domination récente de Manchester City, la PL reste la ligue la plus compétitive. Un championnat où toutes les places se disputent jusqu'au bout. En bref, la Première Ligue c'est le must, le top du top, mais toute cette excellence a une part sombre. Si les Anglais sont au sommet aujourd'hui, c'est parce qu'ils écrasent les autres sur le plan économique. Aucun championnat n'arrive à la cheville du championnat anglais en termes de ressources financières. Et un tel écart de richesse, ça a de lourdes conséquences. À tel point que le football de demain se tourne vers un modèle bien moins réjouissant. Pourquoi? Comment? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Comment ça se fait que la Première Ligue soit le meilleur championnat, la ligue la plus riche? Pour comprendre tout ça, remontons en arrière. Premier point très important, le football est né en Angleterre. Et oui, on dirait pas comme ça, mais c'est un élément qui compte pour beaucoup. Le pays qui accueille la naissance d'un sport a plus de chances d'être bon dans le sport en question. Par exemple, le basket est né aux États-Unis. C'est donc logique que la meilleure ligue soit la NBA. Tout autant que les Américains remportent chaque Coupe du Monde, chaque JO. Le judo est né au Japon, donc les meilleurs sont les Japonais. Ah non, ça marche pas à cause de ce monstre. Mais bref, en général, c'est une règle qui fonctionne très bien. Comme un parent avec son enfant, l'Angleterre porte un soin tout particulier au football. Très vite, tout le pays commence à parler, vivre, suivre et bien sûr à jouer au football. Le sport est très vite élevé au rang de religion. Londres, Manchester, Liverpool, toutes les grandes villes britanniques accueillent rapidement une ou plusieurs équipes. En 1888, elles s'organisent afin de créer un championnat professionnel, la Football League. La machine est lancée et ça prend très vite. Le sport plaît et attire des fans en masse. Une vraie mythologie prend forme autour d'équipes légendaires comme le Manchester de George Best ou le Liverpool des années 80. Les Anglais deviennent même champions du monde en 66. Bon, maintenant ils pensent toujours que la coupe va revenir à la maison, mais... En bref, au XXe siècle, l'Angleterre fait partie du top du football. Le top c'est très bien, mais c'est pas suffisant. À ce moment-là, la première division anglaise n'est suivie globalement qu'au Royaume-Uni. Chaque pays se concentre sur sa propre ligue nationale. Seule la Coupe du Monde a un impact global, mais ça va très vite changer. Au début des années 90, 3 événements propulsent les clubs anglais tout en haut de la scène mondiale. En 92, le championnat anglais devient la Première Ligue. Et c'est pas qu'un simple changement de nom, c'est tout un changement d'organisation. L'objectif c'est bien évidemment de générer plus d'argent. Et ça a été une grande réussite. Avec la Première Ligue, les clubs anglais gagnent plus avec les pubs et les sponsors. Ils modernisent aussi leur image et leur stade pour mieux s'exporter. Et oui, Highbury, l'ancien stade d'Arsenal, est beaucoup moins vendeur que l'Emirates Stadium, le nouveau. Enfin, avec la PL, les clubs touchent le gros lot sur un dernier truc, les droits télé. Et c'est ça le deuxième tournant, le football payant à la télévision. En 1992, Rupert Murdoch, le propriétaire des chaînes Sky, veut développer son offre payante. Ce qui est loin d'être simple parce que contrairement à aujourd'hui où tout est payant, on payait pas pour regarder la télé à l'époque. Du coup, ce bon vieux Rupert, il a une idée, il veut tenter un gros coup. Contre 214 millions de livres sterling, il s'offre les droits exclusifs du football anglais. Et son pari s'avère vite gagnant. Trop passionnés par le ballon rond, les Anglais ne veulent pas se priver de la Première Ligue. Donc ils s'abonnent en masse à Sky. Le groupe devient très vite rentable et les clubs sont payés grassement. Et les sommes continueront de grossir à chaque renouvellement des droits télé. Maintenant que les clubs anglais touchent le pactole, il fallait qu'ils puissent le dépenser en achetant le maximum de joueurs. Problème, les équipes européennes ne pouvaient aligner que 3 joueurs étrangers sur le terrain. Une règle contraignante qui limitait le nombre de transferts. Un problème réglé en 95 avec le fameux arrêt Bosman. À partir de cette décision de justice, les clubs européens peuvent recruter sans limite des joueurs issus de l'Union européenne. Et ça, c'est un élément game changer. La Première Ligue n'a alors plus aucune limite pour s'élever au-dessus des autres. La nouvelle donne est très vite intégrée par les clubs anglais. Ils commencent à attirer en nombre des top players étrangers. Henry, Bergkamp, Vieira, Ronaldo, Van Nistelrooy, Drogba. La Première Ligue devient très vite la terre des plus grands champions et également des grands managers
entraîneurs avec par exemple Arsène Wenger à Arsenal ou José Mourinho à Chelsea. Le championnat anglais pouvait désormais s'installer au sommet de la hiérarchie. Surtout qu'un cercle vertueux se met alors en place. Étant devenu très attractif financièrement, la Première Ligue attire des investisseurs toujours plus riches. Abramovich à Chelsea, les Glazers à United, Abu Dhabi à Manchester City, les clubs anglais deviennent des multinationales pesant plusieurs milliards d'euros. Ils peuvent donc attirer toujours plus de stars. Avec tout ça, les équipes de PL peuvent se permettre de gonfler le prix des billets. Aller voir un match anglais devient un vrai luxe. Mais comme on l'a dit plus tôt, les Anglais sont des mordus de football. Donc malgré des billets toujours plus chers, ils se précipitent pour aller voir leur équipe de cœur. Surtout qu'elles sont incarnées par les meilleurs joueurs du monde. Tout ça est très appétissant pour les chaînes de télé. Avec un traitement médiatique aux petits oignons et un storytelling très vendeur, les chaînes mettent en avant l'excellent produit qu'est la Première Ligue. La rivalité Manchester-Arsenal, les derbys londoniens, le Big Four, chaque week-end offre une histoire passionnante à raconter. Une histoire racontée en anglais, ce qui facilite la diffusion à l'international. Les diffuseurs sont toujours prêts à surenchérir pour importer le football anglais dans leur pays. Avec tous ces éléments, la Première Ligue est devenue la ligue la plus rentable et de loin. C'est logiquement que la PL s'impose en tant que meilleur championnat. Après attention, les clubs anglais ont bien travaillé pour arriver dans cette position. Ils n'ont pas du tout volé leur première place. Cependant, cette domination écrasante a un prix. Aujourd'hui, 11 des 20 clubs les plus riches du monde sont issus de Première Ligue. C'est gargantuesque, surtout comparé aux autres championnats. Pour les Espagnols et les Italiens, c'est que 3 clubs chacun dans le top 20. Pour les Allemands et les Français, on tombe à 2 et à une équipe. La Première Ligue est donc bien au-dessus de la mêlée. Mais comment l'écart peut être aussi abyssal? Penchons-nous en détail sur les chiffres pour comprendre. Ce qui fait la richesse des clubs, ce sont les droits télé. Un domaine bien évidemment dominé par la Première Ligue. Sur les droits domestiques, c'est-à-dire ce que les chaînes nationales payent pour diffuser le championnat, l'APL est largement en tête. Elle touche quasiment 2 fois plus que le deuxième la Liga et plus de 3 fois la somme de la Ligue 1. Mais le véritable grand écart s'effectue sur les droits télé à l'étranger. Le monde entier s'arrache les exploits de Manchester City, le Liverpool de Klopp ou les Baby Gunners d'Arteta. Résultat, le championnat anglais vampirise le budget des chaînes de télé étrangères. Seule la Liga, qui continue de manger un peu sur l'ère Ronaldo-Messi et la rivalité Real-Barça, résiste un peu. Mais pour le reste, c'est une écrasante domination. La Première Ligue gagne près de 4 fois les droits étrangers de la Serie A, ça monte à 6 pour la Bundesliga et même à 20 pour la Ligue 1. La différence est très importante, mais c'est pas tout. En économie, tout fonctionne selon un effet boule de neige. Plus tu es riche, plus tu es riche. Grâce aux droits télé, les clubs de Première Ligue sont les plus riches. Ils peuvent donc attirer les meilleurs joueurs. Ces stars internationales intéressent les sponsors qui veulent s'afficher aux côtés des plus grands. Et pour ça, ils sont prêts à payer le prix fort. Conséquence, la moitié des clubs touchant le plus d'argent en sponsoring évoluent en Angleterre. Désormais, la différence de moyens entre la Première Ligue et les autres championnats est colossale. Et ça, vous vous en doutez, ça a un gros impact sur le marché des transferts. Désormais, le mercato ne se fait plus que dans un seul sens. Tout pour la PL, rien pour le reste. Lors du mercato d'été 2023, les 20 clubs de Première Ligue ont dépensé 2,8 milliards d'euros, soit autant que la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1. Séparément, non réunis. C'est absolument démentiel. Même des simples promus comme Burnley ont pu investir des sommes comme 110 millions d'euros. En Serie A et en Bundesliga, aucune équipe a dépensé autant, même pas le Bayern Munich, l'AC Milan ou l'Inter Milan. En Liga et en Ligue 1, seul le Real Madrid et le PSG ont mis plus la main au portefeuille. Vous avez bien compris, le Barça peut moins dépenser que Burnley. Et ça, même si les Catalans utilisent 15 leviers économiques par an. En plus d'acheter des joueurs plus chers, les clubs anglais les payent bien mieux. Aller en PL, c'est la promesse de voir son salaire être multiplié par 3 ou par 4. Avec un tel écart, c'est très difficile pour les autres championnats de rivaliser. En cumulant indemnités de transfert et salaire, bien souvent, et les clubs et les joueurs ne peuvent pas se permettre de refuser la Première Ligue. Et ce, même si tu évolues dans un bon club étranger et que c'est qu'un petit club de Première Ligue qui vient te chercher. Certains cas sont symptomatiques, comme celui de Boubacar Kamara, joueur formé à l'OM, patron dans son club de cœur. En 2022, il se qualifie pour la Ligue des Champions, mais il est en fin de contrat à Marseille. Son club lui propose une belle prolongation avec à la clé le meilleur salaire du vestiaire. Ligue des Champions, plus beau salaire, plus club de cœur, 3 éléments qui auraient dû faire basculer la balance en faveur de l'OM. Mais toutes ces belles promesses ont été balayées face aux 9 millions d'euros annuels proposés par Aston Villa. Les Villains n'étaient alors que le dernier 14e de Première Ligue. En proposant la possibilité de mettre un premier pied dans le meilleur championnat du monde et en offrant des ponts d'or, même les petits clubs anglais peuvent shipper des grands talents partout en Europe. Et des exemples comme ça, on en a à la pelle tous les étés. Ibrahim Sangaré, international ivoirien, taulier du PSV Eindhoven, il allait découvrir la Champions League avec son équipe. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Et à la même histoire, la même conclusion. Nottingham Forest s'est pointé le dernier jour du mercato et a posé 35 millions
millions sur la table. 35 millions d'euros, c'est plus de 2 fois la masse salariale annuelle du PSV, donc c'est impossible à refuser. Un promu anglais peut proposer 2 fois la masse salariale d'un club disputant la Ligue des Champions, c'est juste lunaire. Et ces dingueries s'appliquent même chez les coachs. Alors qu'il sort d'une demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal, Unai Emery est débauché par Aston Villa. Un top club de Liga perd son coach au profit d'un club de milieu de tableau de Première Ligue. Bon, j'arrête avec Aston Villa parce que sinon on va croire que je déteste ce club et j'ai peur de leurs fans. Le problème de la démesure ne touche pas que les équipes intermédiaires de Première Ligue, bien au contraire. Il y a juste à regarder l'exemple de Chelsea. Depuis le rachat du club par l'américain Todd Boehly, les Blues ont littéralement pété un câble sur le marché des transferts. En seulement un an, ils ont dépensé plus d'1 milliard d'euros pour 27 joueurs. Oui, j'ai bien dit milliards. Rien que sur le dernier mercato, les pensionnaires de Stamford Bridge se sont offerts Moises Caicedo pour près de 130 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'histoire du championnat anglais. D'ailleurs, fun fact, le record avait été battu par Arsenal quelques semaines plus tôt. Les Gunners avaient posé 122 millions d'euros pour Declan Rice. Sauf que 120 millions d'euros en Première Ligue, c'est pas suffisant. Quoi qu'il en soit, l'appétit de Chelsea sur le mercato est intarissable. Les millions d'euros pleuvent. Tout ça pourquoi? Pour des résultats plus que mitigés. Aujourd'hui, seules quelques équipes peuvent résister au raz-de-marée britannique. Les 2000 ans, les géants espagnols, le Bayern et le PSG. De par leur histoire, leur prestige ou leurs moyens importants, ils ont des arguments que certains clubs anglais n'ont pas. Mais même pour eux, cela ne pourra pas durer éternellement. Et oui, la domination économique des Anglais est appelée à durer. Ça risque d'être de plus en plus difficile de lutter. Tout ça pousse l'Europe du football à essayer de trouver des solutions. Comment contrer la richissime Première Ligue? C'est le difficile casse-tête de toutes les ligues du vieux continent. Et une idée, loin d'être merveilleuse, a émergé au sein des gros clubs européens. Créer un championnat lucratif pour tous et non plus uniquement pour les Anglais. Bien évidemment, je parle de la Super League. En 2021, 15 mastodontes européens annoncent leur volonté de créer une ligue fermée. Un championnat où seuls les meilleurs clubs pourraient évoluer. Le coût marketing a un immense potentiel. Des Real Liverpool et des Paris Bayern chaque week-end, c'est plus qu'alléchant pour les spectateurs et les diffuseurs. L'objectif de la Super League, c'est aussi de faire comme en NBA, donner un contrôle absolu au club et limiter les risques. Comment? Eh bien en limitant les relégations. Les équipes étaient donc quasiment assurées de rester dans la ligue chaque saison, et donc de toucher le gros lot chaque année. Chaque participant devait empocher près de 400 millions d'euros, une somme complètement folle, bien plus élevée que les 110 millions d'euros empochés par Manchester City, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Mais comme vous le savez, le projet n'est pas allé beaucoup plus loin que le stade de Ligue D. On a assisté à une véritable levée de boucliers de la part de l'UEFA, des championnats, des autres clubs, des joueurs, des entraîneurs et des fans. Ces réactions très négatives ont fait peur aux équipes concernées, avec notamment les clubs anglais qui ont quitté le navire en premier, suivi par la quasi-intégralité des autres équipes. Un point important à comprendre ici, c'est que ce projet, c'est en partie une réaction à la surpuissance financière de la Première Ligue. Alors c'est pas une idée portée par des nobles valeurs et des petits clubs, on est d'accord. Le but bien sûr, c'est de pouvoir dire: je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Mais l'existence d'une pseudo-Super League avec l'APL ne fait qu'encourager encore plus la création d'une vraie Super League à l'échelle européenne. Parce que la Première Ligue est tellement riche que c'est peut-être un des seuls moyens de challenger les Anglais. Aujourd'hui, même si les Britanniques ne raflent pas encore toutes les compétitions européennes, cela pourrait bien finir par arriver. Tant que le championnat anglais continuera d'écraser la concurrence sur le plan économique, la menace de la Super League continuera d'exister. Même si elle a été rejetée dans un premier temps, elle risque de revenir sous une nouvelle mouture, sûrement plus ouverte où plus de clubs pourront y participer. Elle sera peut-être même mieux acceptée d'ici là parce que l'UEFA propose des réformes peu séduisantes. Sous la pression des gros clubs européens qui menacent de partir, veulent toucher plus et limiter le risque sportif, l'UEFA a réformé la Ligue des Champions. Mais le problème, c'est qu'elle a concocté un format éclaté. De la merde. Si la vidéo te plaît, lâche un pouce bleu, et si tu veux me rendre aussi riche que la Première Ligue, abonne-toi. À partir de 2024, la Ligue des Champions passera de 32 à 36 équipes. Une place en plus ira pour le 5e à l'indice UEFA, actuellement c'est la France. Un ticket supplémentaire en barrage pour les champions des championnats mineurs, et là ça va plus, 2 places pour 2 clubs faisant partie des championnats qui ont obtenu le meilleur indice UEFA la saison précédente. Autant dire que ça ira toujours à 2 équipes issues d'un gros championnat. Au vu des résultats de la saison dernière, cela aurait profité à un Anglais et à un Italien, Liverpool et l'Atalanta. Pour ce qui est du format en lui-même, le gros changement, c'est la disparition des phases de groupe, puisqu'il n'y aurait qu'un seul groupe avec les 36 équipes. Et là, vous êtes en train de vous dire: oh là là, ça fait beaucoup de matchs tout ça. Eh bien non, puisque l'UEFA a pensé à tout et que tous les participants ne s'affrontent pas. Ils font partie du même classement, mais ils ne s'affrontent pas tous. La logique est l'UEFA, ça fait 36. C'est de la merde. Toujours dans l'objectif de brasser au max, il y aura désormais 8 matchs de groupe contre 6 dans la formule actuelle. Dites également adieu au match aller-retour en poule. Il n'y aura plus que des matchs secs. À la fin de ce mini-marathon, les 8 premiers sont directement qualifiés pour les 8e de finale. Puis après, c'est le format classique, 8e, quart, demi, finale. Clairement, cette nouvelle Ligue des Champions, ça donne pas envie.
Et cette merveille arrive dès la saison prochaine. Mais le pire, c'est que l'UEFA n'a pas fini. Oh non! Selon un média espagnol, ils voudraient mettre en place leur ligue quasi fermée dès 2027. L'UEFA penserait à mettre en place 3 championnats de 18 équipes, 3 divisions dont la première s'appellera ironiquement Super League. La boucle est bouclée. Il n'y aurait alors plus que 2 descentes entre la première et la deuxième division. Les relégations se décideraient sur une période de 3 à 5 ans pour encore plus éviter le risque d'accident pour les gros clubs. Voilà où tout ça nous mène, vers un football de plus en plus verrouillé où toutes les places sont figées. Les grands clubs ramassent le plus d'argent et ils protègent toujours plus leur position privilégiée. Même si évidemment ce n'est pas que de la faute de la première ligue, il est clair que son statut de plus en plus intouchable pousse le football européen dans les bras de bien mauvaises réformes. À moins que tout ça ne se cantonne plus seulement à l'Europe. L'été dernier, un pays était sur toutes les lèvres, l'Arabie Saoudite. En suivant le chemin ouvert par la première ligue, c'est-à-dire surpayé pour tout rafler, les clubs saoudiens ont fait des gros coups sur le mercato. Des stars vieillissantes comme Ronaldo, Benzema, Neymar ont rejoint la ligue saoudienne. Mais pas que. Aussi des joueurs en pleine possession de leurs moyens comme Gabri Veiga, Malcolm ou Ruben Neves. En tout, ce sont plusieurs dizaines de joueurs qui ont filé vers ce nouvel Eldorado. Beaucoup se sont alors plaints de l'influence massive de l'Arabie Saoudite comme Jürgen Klopp. Ce qui est assez ironique quand on sait à quel point son championnat écrase les autres. Avec tous ces investissements, les Saoudiens ont des ambitions plus qu'élevées. Ils veulent rattraper leur retard sur le vieux continent d'ici quelques années. Et pourquoi pas rejoindre les mêmes compétitions? La Ligue saoudienne pousse pour placer ses meilleurs éléments en Ligue des Champions. Il serait également loin d'être étonnant que le retour du projet de Super League se fasse en collaboration avec les Saoudiens. Et une fois de plus, le critère déterminant de participation serait la puissance financière, au détriment du travail et du mérite sportif. Si indéniablement la première ligue offre un spectacle sans pareil, elle a un impact considérable. En poussant au maximum le curseur de l'élitisme par l'argent, l'APL oriente le football de club vers des changements majeurs. Des bouleversements que certains jugeront favorables, d'autres très négatifs. Chacun se fait son avis. Mais ce qui est sûr, c'est que le mérite sportif, les belles histoires où le petit renverse le grand, tout ça va prendre fin. Ça a déjà bien commencé, mais ça pourrait disparaître pour de bon. Le pire, c'est que la passion des gens pour le football, la même qui a porté la première ligue, va également être réduite au silence. Parce que pendant que quelques clubs trusteront les sommets, les autres équipes et leurs fans ne pourront que constater qu'ils ont été abandonnés. Les petits clubs ont également des supporters et une histoire à raconter. Le football ne peut pas être qu'à sens unique. Voilà pourquoi, aussi belle et passionnante soit-elle, la première ligue est le pire championnat.